Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième webinaire de la semaine de l'accession à la propriété organisé par le réseau Annie Ladil. Donc, tout au long de cette semaine, on va voir à travers nos webinaires comment vous informer et vous sensibiliser au bon déroulement d'un projet d'achat immobilier. Donc, hier, dans une première capsule, on a pu voir comment bien définir et délimiter son projet. Ce soir, nous allons voir avec Ladil Delin et donc plus précisément avec Sabrina comment bien établir son budget et connaître ses ressources pour bien définir ses mensualités et sa capacité d'emprunt. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Dans un premier temps, nous allons avoir un échange sous forme de questions-réponses et ensuite, nous allons pouvoir répondre aux questions qui nous seront posées par les participants. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de notre présentation à déjà nous faire part de vos questions pour que nous puissions y répondre à la fin de notre échange. Donc, je me permets de vous rappeler qu'on va traiter vraiment ici de questions d'ordre général qui puissent parler au plus grand nombre. Si vous avez des questions vraiment spécifiques sur votre situation particulière, n'hésitez pas à aller voir la DIL la plus proche de chez vous qui pourra vous adresser une réponse personnalisée par rapport à votre projet. Donc, je laisse la parole à Sabrina pour cette présentation. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais me présenter rapidement. Je suis Sabrina Bardelletti, je suis juriste à la DIL de l'Ain et donc j'ai l'honneur de piloter avec Cécile ce webinaire qui porte sur le budget lors d'une acquisition immobilière. Alors, le budget, c'est vraiment la clé centrale d'un projet immobilier. Il est important de calculer et d'anticiper d'un point de vue budgétaire votre projet parce que c'est tout simplement le projet d'une vie. Il va vous engager sur le long terme et donc il est vraiment nécessaire de s'enquérir de conseils et d'expertise de professionnels tels que les conseillers des ADIL pour vraiment penser et sécuriser votre projet. Nous, dans les ADIL, on va vous apporter un conseil neutre, objectif et personnalisé sur toutes ces questions. C'est un conseil qui va être à la fois juridique et financier. Concrètement, l'idée, c'est de vous engager sereinement et de sécuriser au maximum votre projet et votre acquisition immobilière. Cette belle aventure, forcément, lorsqu'on reçoit des ménages qui souhaitent effectivement se lancer dans cette belle aventure, moi, je vais déjà les interroger sur leur idéal. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient au niveau de leur mensualité idéale injectée dans ce projet tous les mois. Et ensuite, je vais faire une étude factuelle, c'est-à-dire voir quand même les habitudes, parce que deux ménages avec des ressources identiques ne vont pas forcément avoir les mêmes capacités financières, les mêmes habitudes budgétaires. Donc, je vais regarder ce que chaque mois, elles mettent régulièrement pour le logement et pour l'épargne. Et ensuite, on va forcément s'interroger sur le coût réel global de son opération pour voir si c'est en cohérence avec ses capacités financières. Et forcément, on va également s'interroger tout simplement sur les contraintes réglementaires, car il y a forcément une réglementation respectée, comme le taux d'endettement, le taux d'effort, la durée du prêt ou encore les questions de reste à vivre. Donc, toutes ces questions doivent être anticipées en amont de votre projet pour vraiment ne pas se retrouver un petit peu en difficulté sur du très long terme. Voilà. Alors, effectivement, là, vous évoquez les coûts liés à l'achat. À quels frais, à quelles dépenses est-ce qu'il faut penser quand on calcule un projet? Est-ce qu'il y a des différences, par exemple, pour la construction d'une maison ou pour l'achat d'un logement existant? Alors, effectivement, la première chose qu'on se dit quand on achète un bien, quand on va commencer à regarder les petites annonces, on va regarder le coût de l'acquisition. Si c'est un terrain, on va regarder donc le prix du terrain, on va commencer à s'interroger au coût de la construction. Pour de l'existant, on va regarder le bien, combien il coûte. Mais il y a d'autres frais. Alors, les plus connus, concrètement, c'est les frais notariés. On en a tous connaissance. On sait toujours, à chaque fois, on va dire avec ou sans frais. On entend souvent avec ou sans frais notariés. Donc, cette question de budgétaire, les frais notariés, concrètement, c'est les charges foncières, tout ce qui est impôts, taxes, que va payer le notaire pour le compte de l'acquéreur. Elle est fonction, donc ces frais notariés, le montant, le coût, est fonction de l'opération, donc c'est de la nature de l'opération, si c'est du neuf ou de l'ancien. Le taux va évoluer effectivement entre 3% sur du neuf et 8% plutôt sur du bien ancien, mais également les frais notariés vont dépendre également du coût de l'acquisition. Donc forcément, on va moins payer de frais notariés sur un bien non bâti d'un bien bâti sur le même secteur, ça va de soi. Il y a d'autres frais aussi qu'on connaît aussi, les frais liés à l'emprunt, les frais de garantie, les frais de dossier, les frais aussi d'entremise, les frais d'agence, les frais de courtage. Donc tout ça, ces frais, on en a un petit peu connaissance quand même.
Mais il faut avoir conscience qu'il y a d'autres frais qui sont beaucoup plus techniques et moins connus et qui malheureusement peuvent faire de mauvaises surprises. En matière de construction, concrètement, on va avoir les taxes d'aménagement. D'accord ? C'est dès lors que vous construisez un bien, vous devez payer des taxes d'aménagement qui sont en fonction du projet de construction. On a également la redevance archéologique préventive, on va avoir les frais potentiellement de bornage, de viabilisation, les frais liés au raccordement de l'assistement collectif, on va également avoir des frais de branchement. Vous voyez, c'est beaucoup de choses qu'il faut penser. On va également avoir potentiellement, si on va acheter dans un lotissement, construire dans un lotissement, il y a des frais également de création de l'association syndicale libre, mais également penser à l'assurance dommage ouvrage, qui est obligatoire de par la loi et qui est très importante dans les faits, même si certains peuvent, dans les cas, quand on n'est pas en CMI, essayer de passer outre. C'est très important, il faut les penser très en amont. Alors, vous allez me dire, si je suis sur du bien existant, je vais avoir moins de mauvaises surprises. Bien existant, forcément, on va forcément penser à des travaux. Alors, il faut les penser dans leur globalité, ne pas les minimiser pour bien s'engager sereinement dans ce projet. Alors, je rebondis sur les travaux, notamment les travaux d'économie d'énergie. On a des aides qui existent au niveau national, mais également au niveau local. Vous avez un webinaire sur ce sujet, donc je vous renvoie, si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'hésitez pas à y aller. C'est, je crois, jeudi, si je ne dis pas de bêtises, sur l'acquisition-amélioration. Donc, ce sera, à mon sens, très important d'aller s'interroger sur ces questions et aller voir ce webinaire. Concrètement, sur un bien existant, donc il y a les travaux, mais il n'y a pas que. On va avoir aussi des frais potentiellement de copropriétaire. Vous allez me dire, mais je suis déjà locataire, j'en paye déjà des frais de copropriété. Oui, mais ce n'est pas toute la part du gâteau, c'est qu'une partie. Donc, quand on est propriétaire, il y a des frais de copropriété qui se rajoutent, des frais, des charges foncières aussi. La taxe foncière va se rajouter aux taxes que vous payez aujourd'hui. Il va y avoir aussi des questions qu'il va falloir se poser sur potentiellement un éloignement. Souvent, quand on achète un bien, on va s'éloigner un petit peu de ses centres d'intérêt pour des raisons personnelles, budgétaires, ou tout simplement parce que le marché fait qu'on ne peut pas acheter le bien souhaité, idéal, près de votre centre d'intérêt, votre lieu de travail ou potentiellement l'école de vos enfants. Donc là, il va falloir aussi penser à ces frais de transport qui vont se rajouter, potentiellement un achat d'un deuxième véhicule. Voilà, tout ça, vous allez me dire, oui, on rentre vraiment dans le détail, mais c'est important de tout de suite en avoir conscience et de bien budgétiser tout ça. Et il est d'autant plus important d'y penser très tôt, parce que lorsque vous allez signer un avant-contrat, vous allez vous engager. Et les conditions suspensives, dont vous allez un petit peu parler certainement sur le webinaire de vendredi, sur les différentes étapes, donc pareil, je vous renvoie à ce webinaire, ces conditions suspensives qui vont vous permettre de sortir de votre engagement sans embûche, elles vont être fonction du budget que vous avez projeté. Donc, il faut tout de suite se poser ces questions en amont de toute signature d'avant-contrat. Alors, définir son projet et son budget, c'est bien évidemment prendre en compte le coût du projet, mais c'est aussi déterminer quelles sont ses capacités d'emprunt. Donc, quelles ressources est-ce qu'on doit prendre en compte pour déterminer ce qu'un ménage peut emprunter ? Alors, je dis souvent à mes consultants, attention, quand on va devant un banquier, on a toujours cette tendance, c'est humain, comme quand on veut rentrer dans une nouvelle robe, on va essayer de mettre tout en œuvre, de se surestimer pour effectivement s'engager dans ce projet. Concrètement, ce n'est pas la chose à faire. Il faut vraiment analyser de manière approfondie vos ressources. Donc, concrètement, les ressources, elles vont en fonction de leur nature, on ne va pas les traiter de la même manière. On va regarder les ressources les plus fixes déjà. Donc, les salaires, 13e mois, 14e mois, si on a fini d'en avoir un. On va lisser sur 12 mois. On va regarder les primes, mais pas les primes extraordinaires. Vraiment les primes dites stables un peu. On sait que ça va être pérenne dans le temps, que ça va durer dans le temps. Après, il va y avoir des revenus complémentaires. Je pense par exemple aux revenus fonciers, aux prestations familiales que l'on peut percevoir, aux allocations familiales. Celles-ci, elles ne vont pas être traitées de la même manière que forcément un revenu, un salaire fixe. Donc, on va en tenir compte, mais de manière partielle. Donc ça, c'est une étude qui doit se faire aussi. Le conseiller de votre ADIL va pouvoir vous aider dans cette étude approfondie. Et il y a d'autres revenus, par exemple, les revenus un peu plus précaires, l'intérim, tout ce qui est aussi en matière d'auto-entreprise, ces choses-là. Donc ça, ce sont des questions, effectivement, qu'il faut déjà bien poser. Donc, on ne va pas traiter de la même manière tous ces revenus. Et de la même manière, tous ces revenus peuvent évoluer. Et ça, il est très important d'anticiper ces évolutions.
Je pense par exemple à un départ en retraite, une allocation familiale qui va évoluer en fonction de l'âge de l'enfant. On ne va pas en tenir compte si on est face à des enfants en bas âge ou si les enfants sont adolescents et que bientôt ils vont partir de la maison. Donc tout ça sont des choses qu'il faut vraiment anticiper et notamment dans les adultes, c'est ce qu'on fait au quotidien. L'idée, c'est de ne pas se retrouver avec des mensualités trop lourdes. Donc, quand je vous dis ne surestimez pas vos ressources, ce n'est pas le but. Moi, souvent, je dis aux gens, attention, je ne veux pas vous minimiser, mais je veux vraiment que vous partiez le plus sereinement possible dans ce projet. Parce que ce n'est pas tout d'avoir une maison, un logement, il faut aussi vivre et bien vivre dedans. Alors, je vais faire quand même un petit parallèle. Forcément, qui dit ressources, dit aussi charges. Il faut aussi penser à ces charges et à l'évolution de ces charges. Alors, les charges actuelles, les charges que vous avez, par exemple les pensions alimentaires, on peut les recevoir, mais on peut aussi les verser. Pareil, on va étudier leur évolution. On va anticiper ces évolutions. On va aussi regarder les crédits, si vous avez des crédits en cours. Alors, vous allez me dire souvent, oui, il est bientôt fini ce crédit. Oui, mais moi, je vais aller au-delà. Est-ce que ce crédit, il est régulier? Est-ce que régulièrement, vous faites appel à un crédit à la consommation? Est-ce que c'est dans vos habitudes budgétaires? Donc, il faut tenir compte de tout cela. Les charges foncières. Forcément, je parlais tout à l'heure, il va y avoir de nouvelles charges. Les taxes foncières, il va falloir les anticiper. Les charges de copropriété, les nouvelles charges de copropriété, il va falloir également les anticiper. Et ça, il va falloir interroger le vendeur et bien demander quels sont les projets de travaux à venir. Des dépenses aussi de déménagement, et je vous en parlais tout à l'heure en préambule, les frais aussi qui vont être engagés en cas d'éloignement, si on va avoir des frais de transport, qu'il va falloir investir dans un nouveau véhicule. Donc, toutes ces questions sont très importantes et on va en tenir compte lors de notre plan de financement, que l'on fait souvent dans le cadre de nos entretiens dans les ADIL. On va en tenir compte de différentes manières. Soit on va se positionner sur les ressources à venir. Et dans ce cas-là, on risque de perdre un petit peu justement du volume emprunté. Donc, c'est un peu dommage. Soit on va jouer un peu sur la durée du prêt ou sur l'apport, voir si on ne peut pas effectivement un petit peu élargir, enfin en tout cas monter un petit peu le montant de l'apport, augmenter l'apport, pardon. On va également peut-être tout simplement faire évoluer les mensualités en fonction de l'évolution de vos ressources et de vos charges. Voilà. Donc, il y a des solutions, mais il faut vraiment se poser les questions pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la prise en compte de l'évolution des revenus. Comment est-ce qu'on prend en compte les évolutions d'une situation familiale, par exemple, une personne divorcée, en congé parental ou qui sera bientôt à la retraite? Est-ce qu'elle peut accéder à l'emprunt? Alors, sur le principe, oui, elle va accéder à l'emprunt, il n'y a pas de difficulté. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, les ressources, on va anticiper leur évolution et on va forcément ne pas les traiter de la même manière. Alors, par exemple, vous parlez de quelqu'un de divorcé, certainement, s'il y a des enfants, il y a peut-être des pensions alimentaires qui sont versées ou qui sont reçues. Et dans ce cas-là, on va regarder, comme je disais, l'âge de l'enfant. Est-ce qu'on parle de petits bouts de 3-4 ans ou est-ce qu'on parle d'un pré-ado qui va bientôt partir, qui est en apprentissage et on sait que ces pensions alimentaires vont forcément, à un moment donné, ne pas être dans la durée, ne pas se poursuivre dans la durée. De la même manière, il faut quand même se rappeler qu'il y a des décisions judiciaires en matière de pension alimentaire, donc on ne peut pas non plus tout anticiper. Par exemple, une personne qui est en congé parental, qui vient d'avoir le bonheur d'accueillir un petit bout dans sa famille, dans son foyer, ce congé parental, on va en tenir compte, mais pas forcément que sur les revenus, c'est surtout sur l'après. Comment on va procéder après? Est-ce que ce congé parental va être après ce congé parental, on va reprendre une activité professionnelle? Si oui, est-ce que ce sera un temps à temps partiel, à temps plein? Donc ça, il faut l'anticiper aussi. Le départ à la retraite sur un court moyen terme, on va aller faire des simulations. On va demander effectivement à l'accédant à faire des simulations pour voir un petit peu quelle va être la perte de ses ressources pour anticiper forcément cette évolution dans ses ressources et dans son budget. Alors, on évoque la nature des ressources. Est-ce qu'une personne qui serait entrepreneur et qui donc n'aurait pas de revenus salariés, notamment une personne qui aurait effectué une reconversion professionnelle assez récente, peut également accéder à l'emprunt? Alors, sur le principe, oui, mais on va forcément, la banque, il faut rappeler quand même que ce sont les banques qui prennent le risque de vous prêter de l'argent. Donc, forcément, elles vont apprécier vos revenus et elles vont forcément les analyser. Une banque va être plus rassurée avec un salarié en CDI, hors période d'essai, forcément, qu'avec un jeune entrepreneur qui a ouvert sa société, son entreprise, son entreprise il y a un an de ça. Concrètement, les conseillers de vos ADIL vont connaître les pratiques locales des banques.
il va de soi que si les banques, pour vous soutenir dans votre projet, elles vont regarder si vos ressources sont les plus stables possibles et elles vont forcément peut-être attendre un petit peu et pas s'engager si ça fait que 1 an ou 2 ans que votre entreprise existe. Donc oui, on peut emprunter en étant auto-entrepreneur. Par contre, on va être plus regardant et les banques vont apprécier vos ressources un peu différemment que si c'était un salaire en CDI. Et donc, concernant les revenus, et plus particulièrement les revenus locatifs, certaines personnes sont propriétaires bailleurs et perçoivent des loyers en complément de leur salaire. Est-ce qu'ils sont pris en compte pour évaluer la capacité d'emprunt par les banques? Alors, les revenus fonciers, ce sont des revenus qui vont être pris en compte, mais pas de la même manière qu'un salaire. Ils vont être partiellement pris en compte. Concrètement, on va appliquer ce qu'on appelle un coefficient de pondération pour prendre en compte notamment les charges qui sont propres à ce bien. Est-ce qu'il y a un crédit en cours? S'il y a un crédit, on va le déduire forcément des revenus. Alors, imaginons par exemple, on a un excédent. Imaginons, je suis propriétaire, j'ai investi dans la location, j'ai un crédit de 500 € par mois et je perçois en contrepartie 650 € de loyer. Vous allez me dire, bah oui, 150 € d'excédent, donc c'est bon, 650 € se rajoutent à mes revenus. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va fonctionner, puisqu'en fait, la banque va anticiper et va prendre en considération toutes les charges foncières, charges de copropriété, qui vont s'attacher à ces revenus et qui vont se déduire. De la même manière, malheureusement, on sait très bien que l'investissement locatif, ce n'est pas de tout repos. C'est-à-dire concrètement qu'il peut y avoir des événements extérieurs à ma volonté, à la volonté de l'investisseur, qui vont forcément toucher ce revenu, qui vont avoir des répercussions, notamment une période de vacances ou une période d'impayé de loyer. Donc, oui, on va en tenir compte, mais attention, on va l'analyser et on va forcément le pondérer. Alors, pour établir la capacité d'emprunt d'une personne, certaines personnes sont aujourd'hui locataires et bénéficient d'une aide au logement. Est-ce qu'un emprunteur, futur acquéreur, aura également droit à une aide au logement en tant que propriétaire occupant? Alors, oui, effectivement, ça c'est une chose à vraiment tenir compte aussi dans le saut de charge. Concrètement, on va me dire, je suis locataire, j'ai des APL parce que je suis dans du logement conventionné ou allocation logement hors logement conventionné. Je souhaite accéder à la propriété. Il faut vous dire que ces aides au logement, malheureusement, depuis 2020, vous ne pourrez plus y avoir droit en accession. Effectivement, tous les contrats avant, donc les prêts avant 2020 et avant 2018 pour les aides au logement, on pouvait effectivement, 2019, on pouvait bénéficier de ce qu'on appelait les aides au logement accession. Donc APL si on avait un prêt conventionné et AL si on était à allocation logement, si on était hors prêt conventionné. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, on va être face à des personnes qui effectivement ont, vos parents par exemple peuvent avoir bénéficié de ces aides et continuer à en bénéficier. Mais tous les nouveaux contrats depuis 2020, tous les prêts n'ouvrent plus droit à ces aides. Alors d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que j'ai eu un cas, bien faire attention aux personnes qui ont cette chance d'avoir encore ces aides de logement accession. Si demain, elles ont la bonne idée de renégocier leur crédit, de bien penser à rester avec ce prêt et faire un avenant à ce prêt. Parce que sinon, il faut vraiment que la différence et que le nouveau crédit englobe la perte des aides au logement parce que le nouveau prêt n'ouvrira pas droit à ces aides. Et j'ai malheureusement le cas d'une personne qui avait divorcé et qui a fait un rachat de crédit et qui n'a pas été informée de cela et c'était trop tard lorsque je l'ai vue, elle avait perdu donc ses aides au logement. Donc, bien faire attention à cela. Très bon conseil, merci. Alors, on parlait tout à l'heure de prendre en compte tous les frais annexes liés au crédit. Je reviens plus particulièrement sur le montant de l'assurance décès à validité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail? Est-ce que c'est une assurance qui est obligatoire et est-ce qu'il peut y avoir éventuellement des solutions alternatives? Alors, la loi n'oblige pas à avoir une assurance décès invalidité. Ce n'est pas obligatoire de par la loi. Dans la pratique, ça l'est. C'est les banques qui effectivement prêtent et qui prennent ce risque et donc qui vont forcément assurer, elles vont tout mettre en œuvre pour être certaines de pouvoir continuer à percevoir en fait les mensualités, les échéances, même si vous arrivez à une situation d'invalidité ou de décès. Concrètement, ces assurances sont des prises en charge des mensualités en cas effectivement d'un événement qui serait prévu au contrat, donc invalidité, décès notamment. On peut aussi avoir une perte d'emploi qui peut être aussi assurée, garantie.
C'est donc une prise en charge qui va être importante et qui va avoir un coût et forcément impacter votre budget parce qu'elle va se rajouter. Alors, juste une petite parenthèse, il faut savoir que ces assurances, on a deux types d'assurances. On a des assurances de groupe, qui sont souvent celles qui sont négociées par la banque avec des partenaires ou des filiales et qui vous sont proposées par la banque. Et on va avoir les assurances un peu individuelles, donc les assurances où vous pouvez aller chercher auprès d'organismes indépendants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a 3 mesures qui vous permettent de renégocier, entre guillemets, c'est-à-dire, en fait, pour faire simple, soit de procéder à ce qu'on appelle une délégation, soit résilier votre assurance, l'assurance qui vous est proposée par la banque. Alors, soit c'est avant d'avoir signé le contrat, en fait, pendant toute la première année. Vous pouvez effectivement, à tout moment, pendant toute la première année de votre prêt, renégocier, en tout cas, proposer une autre assurance dès lors qu'elle répond aux mêmes garanties que celle initialement conclue. Et après cette première année, à l'heure actuelle, c'est à chaque date d'anniversaire. Le législateur a récemment rajouté, renforcé cela et cette possibilité de, entre guillemets, renégocier et en tout cas modifier ce contrat d'assurance, résilier ce contrat d'assurance et pour un autre. C'est depuis février, donc ça a été une loi de février, donc c'est très récent, du mois dernier, qui permet effectivement maintenant de procéder à cette option, à changer d'assurance dès lors qu'on propose une garantie équivalente à tout moment du contrat. Alors attention, cette loi, elle est sortie certes en février, mais elle ne sera d'application pour les nouveaux contrats qu'à partir de juin, du 1er juin de cette année, 2022, et pour les contrats en cours à partir du mois de septembre 2022. Merci Sabrina. Alors, je vous propose de répondre un peu aux différentes questions des participants qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. On a pas mal de questions, hein, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre à tout le monde. Alors, j'essaye de prendre un peu dans l'ordre. Alors, la première question, est-ce qu'il est possible d'emprunter sans apport? Alors, on y a répondu un peu partiellement tout à l'heure, et avec un crédit, notamment un crédit auto en cours. Alors, la loi ne prévoit pas qu'il y a obligation d'avoir un apport. Après, c'est la pratique locale, en fait. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'en ce moment, les banques ont tendance à demander, très souvent, elles vont demander à avoir les frais dans l'apport, les frais de garantie, les frais de garantie, les frais de dossier, pardon, et également les frais notariés. Mais voilà, ce n'est pas une obligation légale. Donc après, il faut effectivement faire le tour des banques, essayer de voir par rapport à votre dossier. Certaines choses peuvent les rassurer. Maintenant, oui, il faut, voilà, plus on a d'apports et souvent mieux plus facile va être la transaction. Cela étant dit, voilà, il n'y a pas de loi, la loi n'interdit pas d'emprunter sans apport. Et le fait d'avoir un crédit à la consommation en cours n'est pas gênant. Il va juste être pris en considération dans votre taux d'effort. Donc, forcément, on va devoir en tenir compte dans vos ressources et ça va réduire forcément votre capacité d'emprunt. Alors, question suivante. Est-ce qu'une personne seule qui est actuellement en CDD, mais avec un CDI à venir, peut prétendre à un prêt immobilier? Alors là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le traitement, ça va être apprécié par la banque. Une banque, si effectivement on rapporte la preuve qu'on a une promesse d'embauche, sans période, parce qu'après il y a la période d'essai aussi, donc tout ça, c'est des risques que va prendre la banque ou pas. Donc c'est vraiment à l'appréciation de la banque. C'est possible. Maintenant, c'est plus compliqué, forcément. On va pas se mentir. Alors, ensuite, j'ai deux petites questions sur le rôle des ADIL. Est-ce qu'une ADIL peut aider un ménage à construire son dossier budgétaire, donc à établir son budget? Et également, est-ce que l'ADIL a un rôle de conseiller, par exemple, entre un banquier ou un courtier? Alors, à la première question, oui, bien sûr. On est là pour justement penser avec vous et même des fois vous poser des questions, des fois un petit peu qui peuvent vous dérouter. Mais oui, bien sûr, l'idée c'est de monter votre budget et vraiment d'anticiper toutes les problématiques pour que vous y alliez le plus sereinement possible. On ne va pas surestimer vos ressources, on va vraiment poser, comme je vous dis, tous les jalons de votre projet. Après, faire le lien et l'entremise entre les courtiers et les banquiers, ce n'est pas notre rôle. Nous, on est vraiment là pour vous conseiller, pour être neutre, objectif, mais on va pas faire négociateur. C'est pas du tout le rôle des ADIL. En tout cas, non. On va vous donner des arguments, par contre, ça, on peut vous donner des arguments financiers, juridiques, ou des fois fiscaux, pour pouvoir vous défendre votre intérêt. Mais par contre, on ne fera pas le lien entre vous. C'est pas nous qui, on ne pourra pas procéder comme ça.
Merci. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'emprunter sur une durée supérieure à 25 ans? Alors, bon, c'est une très bonne question. Concrètement, il faut savoir que alors j'adore le Haut Conseil de stratégie financière, hein, le HCSF, hein, vous savez comme j'adore, voilà, j'adore ce type de dialecte. Concrètement, il y a une décision, donc c'est depuis septembre de l'année dernière, il y a une décision qui sont venus rajouter 2 critères aux conditions d'octroi du crédit immobilier. Alors, ces 2 critères, concrètement, c'est le taux d'effort à 35%, ne doit pas excéder 35%, et ils sont aussi venus remettre un petit peu, revoir un petit peu une réglementation sur la durée. 25 ans, normalement, la durée d'un prêt ne doit pas dépasser 25 ans. Il y a une dérogation possible de 27 ans, mais dans certaines opérations, c'est-à-dire en cas de construction, en cas de VFA, ou en cas d'achat d'un bien existant avec 25% de travaux, de coût de l'opération globale, coût global de l'opération. Dans de très rares cas, on peut déroger, les banques peuvent déroger dans 20% des nouveaux prêts, hein, elles peuvent déroger à ces 2 nouveaux critères, mais c'est très souvent lié à des primo-accédants et vraiment à l'achat de la résidence principale. Donc, à votre question, oui, on peut effectivement avoir des prêts de plus de 25 ans. Maintenant, il faut être dans le cas que je viens de vous citer. Merci. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions. On nous interroge sur les différentes aides, autres que le prêt à taux zéro, notamment disponibles pour acheter, accéder à la propriété. Je me permets de vous rappeler qu'on aura deux webinaires qui vont être vraiment consacrés à ces questions. Donc demain, un webinaire qui va être spécifique sur les prêts et les différentes aides financières pour votre projet. Et jeudi, une capsule sur l'acquisition-amélioration qui traitera notamment de toutes les aides financières liées aux travaux réalisés dans le logement. Avec les COPTZ notamment. Tout à fait. Alors pareil, on a différentes questions sur des questions juridiques sur le contrat de construction de maison individuelle, sur la vente en l'état futur d'achèvement. Pour tout ce type de questions vraiment spécifiques qui ne sont pas forcément l'objet du webinaire d'aujourd'hui, on l'a dit, mais on le redit, le rôle de la DIL, c'est vraiment de vous renseigner sur les aspects financiers de votre projet, mais aussi sur les aspects juridiques. Donc, si vous avez des questions par rapport à un compromis de vente, un contrat de réservation pour un futur bien à construire, la DIL est aussi là pour répondre à toutes ces questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Sabrina, pour cette intervention. Donc, n'hésitez pas à aller consulter gratuitement votre ADIL qui pourra vous réaliser une simulation financière ou répondre à toutes vos questions juridiques ou financières. Encore une fois, vous pourrez assister demain au webinaire consacré aux prêts et aux aides financières. Le replay du webinaire sera disponible via les réseaux sociaux et sur le site de l'ANIL, donc vous pourrez le consulter. Et pour trouver la DIL la plus proche de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ANIL et il y a une rubrique Votre ADIL pour trouver celle qui sera la plus proche de chez vous. Merci à tous. Merci beaucoup, Cécile. Merci à tous. Au revoir.